Donc voilà, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par l'ATE, l'Association Transport et Environnement. Je m'appelle Yves Chaton, je suis chargé de projet dans le domaine de la politique des transports, notamment pour le transport aérien. Et du côté de l'ATE, je serai accompagné par mes collègues Émilie Roux et Gabriel Gasser, que je remercie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'ATE, nous sommes une association qui nous engageons depuis maintenant plus de 40 ans pour la mise en œuvre d'une mobilité sûre, accessible à toutes et à tous, mais aussi respectueuse de l'environnement et du climat. Vous trouverez toutes nos activités sur notre site internet www.ate.ch. Le webinaire d'aujourd'hui traitera du sujet de l'aviation. Le transport aérien est l'un des secteurs qui a connu le plus haut taux de croissance ces dernières décennies, et cela n'est pas sans conséquence pour le climat. Actuellement, on dit que l'aviation est à l'origine d'environ un quart de l'impact climatique en Suisse. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, comment insérer ce secteur dans les objectifs climatiques de la Suisse? Est-ce que les solutions techniques seront suffisantes? Est-ce qu'il faudra voler moins à l'avenir? Ce sont toutes des questions auxquelles on essayera de répondre avec l'invité de ce jour, Sacha Nick. Sacha Nick est chercheur en transition de société vers plus d'inclusion et de durabilité et enseigne entre autres à l'EPFL, à l'Université de Lausanne et au Business School de Lausanne. Mais avant de lui donner la parole, encore juste quelques détails par rapport au déroulement de ce webinaire. Donc, ce webinaire sera divisé essentiellement en deux parties. Une première partie de présentation et une deuxième partie de questions publiques. Vous avez constaté que vos micros et vos caméras sont désactivés, mais vous avez en tout temps la possibilité d'écrire vos questions dans le chat. Pour ça, il vous suffit d'aller en haut de votre écran, de cliquer sur le bouton Q&R et d'y inscrire votre question. Vous avez aussi la possibilité d'aimer une question qui a déjà été posée et cela nous permettra un peu de prioriser toutes les questions que nous recevrons en fonction de vos intérêts. Donc voilà, je crois que j'ai dit le plus important et je pense que maintenant je peux donner la parole à Sacha. Si tu souhaites compléter la courte description que j'ai faite par rapport à toi, c'est le bienvenu et ensuite on va commencer la présentation. Très bien, merci beaucoup Yves, merci beaucoup à ATE pour l'invitation et je suis ravi de pouvoir m'exprimer sur ce thème absolument essentiel, mais surtout, si vous êtes bien d'accord, il faut que ce soit un dialogue. Donc, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, même tout au long de la présentation, s'il y a quelque chose qui est vraiment pas clair, écrivez-le. Je ne lirai pas directement le chat, mais mes trois collègues vont m'informer tout de suite s'il y a quelque chose qui est pas clair et je vais essayer vraiment de répondre. Il ne faut pas que vous ne compreniez pas ce que je dis, ça serait dommage. Aussi, s'il y a un problème technique, si vous ne m'entendez pas ou si vous ne me voyez pas correctement, n'hésitez vraiment pas. Alors peut-être juste avant de commencer, j'ai plein de choses à vous montrer, mais ce qui est plus important que les choses que je vais vous montrer, c'est ce dialogue. Parce que dans notre société, nous avons une mauvaise compréhension, donc il y a vraiment un malentendu sur ce que c'est la mobilité et toute forme de mobilité. Et la mobilité, vraiment dans les théories des besoins humains, pour comprendre ce qui est nécessaire pour le bien-être, la mobilité est un moyen de satisfaire des besoins, mais il n'y a pas de besoin de mobilité. Il y a d'autres besoins qui sont satisfaits à l'aide de la mobilité par rapport à un monde que nous avons créé. Et très souvent, vous allez voir, c'est agir sur ce monde qui est beaucoup plus efficace que agir sur le transport lui-même. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Alors, je vais vous présenter à la fois les travaux scientifiques que nous avons réalisés, mais aussi quelques questions. Et par rapport à ces questions, là, je n'ai pas vraiment de solutions à vous donner, j'ai plutôt des questions à poser. Et je souhaite, si c'est possible, qu'on ait un petit dialogue aujourd'hui, peut-être un précurseur d'un dialogue de société un peu plus large. Alors, avec cette introduction, est-ce que vous me permettez d'entrer dans quelques détails, peut-être en une vingtaine de minutes, je voudrais vous montrer les principaux éléments de notre recherche et j'espère que ce sera une base suffisamment solide pour qu'on ait une discussion un peu informée et un peu intéressante. Voilà. Alors, donc, je vous propose d'abord
de regarder quelques petites illustrations qui résument notre travail. Déjà, est-ce que vous voyez bien cet avion qui vole en cercle? On voit tout bien, merci beaucoup. Et ça représente assez bien l'état de l'aviation. Donc, avant de vous parler de nos travaux, voici le Climate Action Tracker, qui est une magnifique source pour savoir quel est le niveau de durabilité à la fois des pays et des secteurs. L'aviation internationale, vous voyez, il y a 5 niveaux possibles, entre compatibles avec 1,5 degré ou 2 degrés ou 1 suffisant ou très insuffisant ou catastrophique. Alors, l'aviation est dans la partie catastrophique. Donc, c'est pas seulement que l'aviation n'est pas sur le chemin d'atteindre le 1,5 degré, mais les actions et les politiques publiques actuelles vont rendre un état qui est déjà catastrophique bien pire. Et ça, c'est l'état de départ. Et ça, c'était la question que nous nous sommes posée en travaillant sur cet article scientifique. Je vais mettre le lien dans le chat. Comme ça, si quelqu'un souhaite le lire, chat is turned off. Ah, je ne peux pas, même moi, je n'ai pas le droit de faire ça, mais je peux peut-être le mettre On vous le ici. mettra dans le QR pour vous. Oui, alors, je viens de le mettre dans le Q&A. Donc, là, vous pouvez, j'espère, cliquer sur ce lien si vous souhaitez lire l'article. Je vais vous donner, bien sûr, les principaux éléments dans cette introduction, mais je ne pourrai pas couvrir tout le détail, et si les détails vous intéressent, ils sont dans l'article. Maintenant, notre article couvre une question scientifique bien précise, mais il y a plein d'autres questions autour de la société qui ne sont pas couvertes et qui nécessitent vraiment un dialogue de société. Parce que ce n'est pas une question scientifique, c'est une question d'organisation de société, c'est une question de priorité et de valeur. OK, alors, dans notre analyse, donc, dans cet article, on se pose la question, qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'aviation mondiale devienne neutre en climat? Et là, on parle de plus que CO2, on verra ça tout de suite. D'abord, bonne nouvelle, c'est que les deux organisations principales de l'aviation, qui sont IATA, ici à gauche, qui représente les compagnies aériennes, et ICAO, qui est l'Organisation des Nations Unies qui régit l'aviation internationale. Donc, l'un, IATA, représente les compagnies, l'autre, ICAO, il représente les pays. Et ça, c'est les deux principales organisations. La bonne nouvelle, c'est que les deux organisations ont exactement le même objectif, elles disent exactement la même chose. On veut être net zéro en 2050. Donc, tout le monde est d'accord sur l'objectif. La question, c'est est-ce qu'on met en place, en plus de belles paroles, est-ce qu'il y a des actions? Et les actions, on a vu ça dans Climate Action Tracker, non, ça ne va pas dans le bon sens. Ce n'est pas seulement qu'on est loin d'être bon aujourd'hui, mais on va dans le mauvais sens. Donc, pourquoi un tel écart entre ce que les deux principales organisations disent et ce que l'aviation fait réellement? La réponse courte, c'est qu'il n'y a pas de solution technique. Et je répète ça parce que c'est vraiment important que vous compreniez ça. Il n'y a pas de solution technique pour une aviation net zéro. Je ne sais pas quelle technologie existera en 2150, mais dans l'échelle qui nous intéresse, donc 2050, il n'y a aucune technologie qui ait une chance d'être mise en place à l'échelle nécessaire pour que ça soit une solution technologique. Alors, ce n'est pas vrai dans d'autres secteurs. Par exemple, les chauffages des maisons, il y a des solutions techniques, et on peut en parler une autre fois. Dans beaucoup de secteurs, il y a des solutions techniques, mais dans l'aviation, il n'y en a pas. On peut aussi discuter pourquoi physiquement il n'y en a pas et pourquoi on est très très loin d'en avoir. Mais puisqu'il n'y a pas de solution technique et nous avons un système socio-économique qui pousse à la consommation
au déplacement, à la globalisation et toutes ces choses-là que vous connaissez très bien. Nous avons une incompatibilité de systèmes socio-économiques avec finalement limites biophysiques et nous avons une absence totale de solutions techniques. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet écart énorme entre ce que tout le monde dit et ce que tout le monde fait. OK. Alors là, vous avez déjà la plupart des choses qui sont essentielles de ce soir. Je vais vous donner quand même quelques détails de plus, mais l'essentiel, vous l'avez déjà entendu. Pour arriver en net zéro de façon générale, il y a 7 actions qu'on peut faire. Les 3 premières vont réduire les émissions, le 4e et 5e vont enlever les émissions, le 6, c'est la géo-ingénierie que je vous conseille de ne pas toucher, c'est très dangereux. Et l'adaptation au changement climatique déjà réalisé est possible si ce réchauffement est moins de 1,5 degré. Au-delà de 2 degrés, il n'y a aucune adaptation possible. Au moins aucune qui permettrait à l'humanité de survivre dans les bonnes conditions. Donc la sobriété, c'est de réduire le niveau d'activité. En termes de vol, c'est tout simplement de voler moins. L'efficience, c'est l'efficience de transport par kilomètre. Et l'énergie propre, bien sûr, c'est remplacer le fossile par quelque chose qui ne pollue pas. Le problème dans l'aviation, c'est que finalement, il n'y a que le 1 qui fonctionne bien. Pourquoi? Parce que l'efficience, les avions sont déjà extrêmement efficients. C'est exactement l'opposé d'une voiture. La voiture, c'est à peu près la chose la moins efficace possible. Ça, c'est difficile de concevoir une voiture moins efficace que ce que nous avons. Les avions, au contraire, ça fait des décennies qu'on cherche à les améliorer et ils sont déjà excellents. Et on peut les améliorer encore quelques pourcents, mais plus beaucoup. Et puis l'énergie propre, le problème, c'est la quantité d'énergie et il n'y a pas moyen de stocker dans un avion la quantité nécessaire pour aller d'ici en Australie. Il n'y a aucun problème pour stocker la quantité d'énergie nécessaire pour aller de Lausanne à Genève. Mais pour ça, on n'a pas besoin d'avion. Et là où on a besoin d'avion, on ne peut pas stocker cette quantité d'énergie. Voilà, donc finalement, vous allez voir le détail, mais on a une solution essentiellement sur la sobriété, donc réduire le nombre de kilomètres. Je vais vous montrer un graphique qui montre ça très, très bien. Et donc, la question, c'est après, bien sûr, comment on organise la société pour qu'on puisse vivre bien avec beaucoup moins de vols. OK. Peut-être une chose qui est importante, il y a plein d'effets par lesquels l'aviation réchauffe le climat. Et le CO2 représente juste 1/3. 1/3, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que 2/3 du réchauffement climatique est lié aux choses qui ne sont pas le CO2, et c'est essentiellement 2 choses. C'est la formation des nuages, donc les contrails, les traînées de condensation, donc les nuages très fins qui se forment derrière les avions, qui ont une durée de vie assez courte, mais qui ont un effet climatique très élevé, et la formation des oxydes d'azote. Et ce dernier est une chose vraiment intéressante parce que l'atmosphère est faite de 4/5 d'azote, 1/5 d'oxygène et très peu d'autres choses. Et donc, dès que vous avez une flamme ouverte à n'importe quelle altitude, vous allez faire les oxydes d'azote. Et si vous faites ça à 10 km d'altitude, ça va interagir avec le climat d'une mauvaise façon. Et donc, même si vous brûlez de l'hydrogène, vous allez avoir de la vapeur d'eau et les oxydes d'azote. Et la seule chose qui n'ait aucun effet de réchauffement, c'est si vous n'avez pas de flamme. Donc, par exemple, si vous avez une hélice avec un moteur électrique. Mais il n'y a pas d'avion qui permette avec ça d'aller très loin, sauf le Solar Impulse, qui est un magnifique prototype. Mais si vous regardez la physique de ça, c'est très difficile de mettre ça à l'échelle de l'aviation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment un résumé
de plein d'effets. Il y en a une dizaine, mais les deux principaux en plus de CO2, c'est les oxydes d'azote liés à la flamme et aux nuages de condensation. Et vous allez voir que aussi les carburants alternatifs ne résout pas ce problème parce qu'il y a toujours une flamme. OK. Regardons les chiffres. Donc, on va commencer par la ligne noire qui montre les passagers kilomètres entre 1940, où l'aviation a commencé à grandir, jusqu'à 2020. Et vous voyez que il y a une croissance absolument énorme. Les chiffres ici, c'est en trillions, donc c'est en 1000 milliards de passagers kilomètres. C'est une quantité vraiment inimaginable. Vous voyez en même temps, donc ça c'est la quantité de passagers kilomètres, vous voyez en même temps la ligne jaune passée qui montre combien de CO2 et combien de carburant. Et vous voyez que ça monte moins vite, la ligne jaune, que la ligne noire. Alors ça c'est important de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'un monte moins vite que l'autre, que le ratio change et que les avions deviennent plus efficaces, plus efficients. Et sur 80 ans, entre 1940 et 2020, cette augmentation d'efficience, c'est environ 20 fois. Donc les avions modernes, par rapport aux avions de 1940, sont 20 fois plus efficients. Comme le carburant est un élément essentiel de coût, ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher de voler. Et si vous avez un marché compétitif, ça veut dire que le prix de billet est beaucoup plus bas et que le nombre de gens qui prennent l'avion augmente très, très, très vite. Et là, vous avez un magnifique effet de ce qu'on appelle, une magnifique illustration de ce qu'on appelle l'effet rebond, où l'augmentation d'efficience, qui devrait conduire à moins de carburant, finalement augmente la quantité totale de carburant utilisé. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a une augmentation du nombre de passagers qui est très largement supérieure à l'augmentation d'efficience. OK, donc ça c'est pour les chiffres passés. Vous avez l'effet COVID ici. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour l'avenir, si on veut arriver au net zéro en 2050, vous voyez la ligne jaune pointillée qui correspond aux émissions de CO2. Alors, pourquoi on a un résidu ici, à un dixième des émissions actuelles? Parce que nous aurons une certaine quantité d'émissions négatives, c'est-à-dire les écosystèmes, si on les traite bien, ont la capacité d'absorber une certaine petite quantité de CO2, qui correspondent peut-être à 10% de ce que nous émettons aujourd'hui. Ça veut dire que si on arrête la déforestation, si on arrête l'agriculture industrielle, si on laisse les forêts se régénérer, si on aide les marais et d'autres écosystèmes dégradés se remettre en état, ils vont absorber du CO2. Et dans des meilleures conditions, ça va absorber peut-être un dixième. Ça veut dire que chaque secteur, si on réduit les émissions de 9 dixièmes et on traite bien les écosystèmes, on va pouvoir arriver en net zéro. Et donc ici, on part du principe que à la fois l'aviation est un secteur qui touche très peu de gens. Il n'y a que 1% des gens qui volent beaucoup, 1% de la population mondiale. Donc on pourrait dire que ça devrait réduire plus que 90%, mais en même temps, il y a des effets de l'aviation positifs qu'il faut quand même maintenir. Et donc nous avons pris le choix normatif éthique ici, si vous voulez, de dire que finalement l'aviation va réduire ses émissions autant que tous les autres secteurs. D'où ces émissions résiduelles, d'où la vitesse de réduction, et avec des hypothèses que l'efficience des avions va continuer à augmenter en ligne de ce que nous avons vu les dernières 30 années, ça va donner une ligne du nombre de passagers kilomètres maximal qui est la ligne verte. Ça veut dire qu'il faudrait réduire le nombre de vols d'un facteur environ 7 par rapport au niveau pré-Covid pour atteindre le niveau que nous avons eu à peu près en 1984.
Voilà. Donc, le premier message, c'est une aviation mondiale durable et neutre en climat aurait la taille de l'aviation de 1900, d'il y a 40 ans, quoi. Alors, réfléchissez bien à ça. Il y a 40 ans, on pouvait aller où on voulait dans le monde. On n'était pas limité à rester dans son village. C'était parfaitement possible, mais c'était très cher et personne n'avait l'idée de passer un week-end en avion à Barcelone ou à New York. C'était complètement absurde comme idée. Et c'est complètement absurde comme idée, mais il y a des gens qui le font quand même. Donc, juste pour vous donner une idée, donc on se dirige, si on veut aller vers la durabilité, on se dirige vers un monde beaucoup moins globalisé, mais pas complètement local non plus. Donc, il s'agit de réduire la globalisation, mais pas de l'arrêter complètement, bien sûr. Yves, tu avais une question? Oui, merci beaucoup, Sacha. Bah, je me permets d'intervenir parce qu'on a déjà une question en lien finalement avec ton message clé par rapport aussi à la technologie. Il y a quelques jours, tes collègues, certains de tes collègues de l'EPFZ ont publié une étude qui disait que Oui. la solution, si les solutions techniques peuvent décarboner ou rendre en tout cas l'aviation neutre climatiquement parlant, l'étude mentionne notamment le potentiel de ces carburants de synthèse, donc ces carburants qui sont produits à partir du CO2 qu'on extrait de l'atmosphère, mais aussi du potentiel de captage de CO2. Donc, est-ce que peut-être tu peux dire quelques mots là-dessus? Pourquoi, selon toi, ces deux options ne représentent pas une solution, ou est-ce que ce sont peut-être des solutions qu'on doit aussi mettre en œuvre parallèlement? Voilà, et je serais très intéressé d'avoir peut-être ton avis par rapport à ça. Oui, alors, est-ce que j'ai le bon article? Non, c'est pas celui-là, pardon. Ok, je ne vais pas le chercher maintenant, mais je vois très bien de l'article qu'il s'agit. Euh, donc, il y a plusieurs questions qui sont essentielles par rapport à ça. La première, c'est que le captage de CO2 de l'air ne fonctionne pas aujourd'hui. Euh, ça existe. Nous captons aujourd'hui même pas un millionième de ce que nous émettons. Et depuis 5 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, nous sommes, le taux de déploiement de Direct Air Capture est extrêmement lent et la raison principale, c'est que ça ne fonctionne pas encore. Alors, c'est un domaine de recherche qui est très intéressant, qui est très prometteur. Je suis impliqué moi-même dans des projets associés à l'EPFL. Donc, il y a des équipes techniques, des équipes de scientifiques qui travaillent sur cette problématique un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Alors, pourquoi il n'y a pas de solution? C'est tout simplement parce que la quantité d'énergie nécessaire pour extraire le CO2 est beaucoup trop élevée. Et dans l'article de l'ETH Zurich à laquelle vous faites référence, la quantité d'énergie nécessaire correspond à peu près à toute l'énergie non fossile du monde aujourd'hui. C'est l'ordre de grandeur qu'ils assument. Donc nous avons un monde qui n'a pas assez d'énergie, où nous avons des milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté énergétique. Ils partent du principe que nous allons prendre toute l'énergie propre que nous avons et le mettre à disposition des 1% des gens riches qui prennent l'avion. Éthiquement, c'est absolument insoutenable. On pourrait imaginer une quantité d'énergie que nous produisons énorme, où finalement tout le monde a assez, mais pas dans les 15-20 ans que nous avons. Donc la question, c'est combien d'énergie propre nous avons, combien de temps il va falloir pour installer tout cela. Aujourd'hui, il y a une faiblesse de cette étude. Cette étude est techniquement très intéressante, mais elle ne regarde pas les moyens nécessaires pour mettre en place toutes ces installations. Et donc, c'est une analyse de coût. Mais par exemple, si j'ai suffisamment d'argent pour remplacer tous les chauffages suisses à mazout par des pompes à chaleur, et je dis, ben voilà, cet argent, il est sur un compte,
s'il vous plaît, changez tous les chauffages dans 3 mois. Ben non, ça va prendre quand même 15 ans ou 20 ans. Et même si on arrête de faire beaucoup de choses, parce que tout simplement, les gens qui vont faire ça, les permis de construire, les fabrications de toutes ces pompes à chaleur, etc., avoir de l'argent, c'est juste une chose. Mais le temps de réellement mettre ça en place, il faut quand même du temps. Et aujourd'hui, on ne peut pas commencer à les construire parce qu'aujourd'hui, le taux de rendement est tellement bas que finalement, ça n'apporte presque rien. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons des projets de recherche scientifique qui sont intéressants et prometteurs, et peut-être que dans 6 mois, dans un an, nous aurons une grande surprise. En réalité, ça va prendre probablement bien plus que ça. Mais à partir du moment où nous avons quelque chose qui techniquement marche, il faut mettre ça à l'échelle. Ça prend beaucoup d'années. Et si c'est quelque chose qui est utilisé dans l'aviation, il faut que ça soit aussi approuvé, ce qui prend encore plus de temps. C'est un secteur qui est assez conservateur. Donc, la difficulté, c'est que dans cette étude que je trouve scientifiquement intéressante et techniquement bien réalisée, il y a deux hypothèses qui ne vont pas du tout, à mon avis. L'un, c'est la quantité de ressources qu'on met à disposition d'un seul secteur qui est utilisé par finalement 1% de la population mondiale. Euh, Ça, c'est complètement démesuré. Et deuxièmement, la vitesse de déploiement qui ne correspond ni à ce qui est physiquement possible, c'est peut-être financièrement possible, mais c'est physiquement pas possible, et ça ne correspond pas du tout à la vitesse de déploiement de direct air capture qu'on observe depuis quelques années. Donc, je considère ça comme un résultat scientifique intéressant, mais ça ne nous aide pas pour gouverner. Si on veut être sûr que dans 20 ans, on n'a plus d'émissions de l'aviation, ça ne nous aide pas beaucoup. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond clairement à la question. Et puis peut-être, vu que tu avais le souhait qu'il y ait plutôt une discussion au lieu d'une longue présentation, Oui, je me permets de te poser peut-être une autre question avant que tu continues. Ça concerne peut-être l'impact des effets climatiques des émissions non CO2. oui. Et la question est de savoir à quel point il y a un consensus sur cet impact-là, sachant qu'il y a un consensus par rapport à l'espoir placé dans une croissance du trafic sans CO2 via des carburants de synthèse. Ou Mhm. bien que, que ces espoirs sont définitivement en bain. Donc là, la question de base, c'est plutôt, voilà, quel est le consensus par rapport à ces émissions dites non CO2? Euh, alors, le consensus est excellent. Donc là, euh, il y a absolument aucune incertitude scientifique sur le fait que les émissions non CO2, que les effets sur le climat non CO2 sont supérieurs aux effets CO2 et par rapport aux principaux mécanismes. Euh, Certaines choses euh, sont plus faciles à qualifier que d'autres, euh, aussi parce qu'il y a des effets qui se cumulent et qui sont relativement difficiles à tester parce que tout simplement, si vous voulez tester certains de ces effets, en général, ce que vous faites, c'est que vous avez deux avions qui volent à quelques centaines de mètres l'un derrière l'autre. Le premier qui vole, qui a un avion modifié qui vole avec les carburants synthétiques, et le deuxième derrière qui mesure. Donc, comme vous voyez, c'est assez coûteux et c'est assez difficile à mesurer. On peut travailler avec des modèles, mais on n'est pas sûr que le modèle fonctionne bien, qu'il est bien calibré pas à la réalité. Et la difficulté, c'est que vous avez des conditions de vol possibles, des milliers de combinaisons possibles. Vous avez le jour et la nuit, vous avez la température qui est différente, vous avez bien sûr l'humidité, vous avez les conditions atmosphériques qui changent en permanence, et chaque fois, ça change complètement la formation, par exemple, des nuages de condensation. Donc, on sait de façon scientifique et vraiment sans beaucoup d'incertitude que ces effets non climatiques sont tout à fait significatifs. On connaît à peu près les mécanismes par lesquels ça fonctionne. Certaines quantifications sont plus précises que d'autres. Et on sait que des carburants scientifiques peuvent changer certaines données et pas d'autres. Voilà. Donc, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas, mais on sait suffisamment euh,
que c'est un très grand problème et qu'il n'y ait pas de solution complète et absolument évidente. Si vous voulez, techniquement, il y a d'autres solutions possibles. On peut avoir les avions à hélice, mais on n'a pas vraiment de solution pour stocker le carburant. On pourrait imaginer, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l'hydrogène. Vous pouvez le brûler, vous pouvez le mettre dans une pile à combustible. La difficulté, c'est que l'hydrogène n'est pas dense. Donc, l'énergie par rapport au mètre cube d'hydrogène est très faible. Parce que c'est un gaz qui est extrêmement léger. L'énergie par rapport au kilogramme d'hydrogène est élevée, mais c'est un énorme volume. Et donc, pour que ce volume puisse tenir dans un avion, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut le garder très froid pour qu'il soit liquide. Et ça, c'est techniquement extrêmement difficile à faire, même dans une installation stationnaire, parce qu'il faut que cette température soit pratiquement au zéro, très, très proche du zéro absolu, donc à moins 273 degrés Celsius ou près de 0 Kelvin. Donc ça, c'est techniquement extrêmement difficile, ou vous pouvez le compresser. Et si vous le compressez, par exemple, à 700 bars, il faut que cet avion, qui a un énorme réservoir sous pression, n'explose pas, même dans des conditions de turbulence ou d'autres conditions réelles de vol. Alors aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas construire un réservoir de la taille nécessaire qui va pas exploser dans certaines conditions à 700 bars. Alors si vous n'êtes pas sûr s'il va exploser, c'est pas très bon pour le développement de l'aviation à hydrogène. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas vraiment résolus. Il y a une seule chose pour laquelle on est à peu près sûr que ça fonctionne, c'est ça. Et donc, on peut imaginer une aviation où on a des véhicules de ce type-là, remplis d'hélium ou même d'hydrogène, si on arrive à trouver une solution pour qu'il n'explose pas. Et si vous faites ce genre de véhicule à peu près de la taille d'un train, c'est-à-dire environ 400 mètres de longueur, et qui se déplace à la vitesse d'un train, vous pouvez avoir la même efficience. Et ça pourrait être entièrement électrique. Donc, ça change pas mal de choses par rapport à l'aviation d'aujourd'hui. Parce que ça permet de traverser l'océan, mais ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Donc, on peut imaginer des solutions un peu différentes, mais et à mon avis, ça ne serait pas trop difficile à faire. Mais ce n'est pas un remplacement exact de l'aviation d'aujourd'hui, parce que vous avez une vitesse qui représente peut-être un dixième des avions modernes. Peut-être un huitième, mais on est beaucoup moins rapide qu'un avion. Voilà. Donc, techniquement, malheureusement, on n'a pas de solution. On peut imaginer des solutions sur l'hydrogène, mais on n'a pas de solution technique pour garder la quantité suffisante d'hydrogène sans que l'avion ne se désintègre pas dans certaines conditions. Ça va sûrement être résolu un jour, mais on ne sait pas comment le faire aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond. Et puis, il y a déjà d'autres questions qui sont en train de venir. Donc, je propose peut-être qu'on avance. Il y avait notamment des questions liées aux stratégies politiques, mais aussi au prix, à l'argent. Et je pense que tu y réponds aussi. Ce que je vais peut-être faire, je vais quand même vous montrer deux ou trois autres choses parce que j'ai peut-être quelques éléments de réponse et on revient en question, si ça vous va. C'est parfait comme ça. OK. Juste pour mettre ça en perspective, donc ça, c'est les émissions passées et ça, c'est les émissions futures qu'on propose. Ici, vous avez ce que l'industrie elle-même propose. Donc, d'un côté, les organisations de l'aviation proposent d'arriver en net zéro, mais en même temps, ils proposent
cette continuation jusqu'à environ 20 à 24 trillions de passagers kilomètres en 2050, ça correspondrait avec une augmentation d'efficience à ce CO2 et avec les effets non CO2, même en prenant des hypothèses extrêmement optimistes par rapport à l'optimisation des contrails, etc., on arrive à un effet total sur le climat qui correspond à 3 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Voilà. Donc, ce que l'industrie fait et propose de faire, nous avons des hypothèses qui sont tout à fait en ligne de ce que Climate Action Tracker propose ici. OK. Donc, ça c'est par rapport à la taille de l'aviation. Comment on fait ces derniers 10% pour arriver en net zéro? Alors, nous proposons de mettre en place un fonds que nous avons nommé NEFA, Negative Emission Fund for Airlines, qui serait un fonds mondial payé par les compagnies aériennes avec une taxe sur les billets qui correspondrait environ à $250 par tonne de CO2 équivalent. Ça veut dire qu'en moyenne, les billets doubleraient de prix. Et avec cet argent-là, nous pourrions, donc là, vous voyez les émissions en jaune réduites par rapport au nombre de kilomètres qui baissent dans notre hypothèse. Et ces émissions qui baissent, ça laisse quand même quelques émissions résiduelles qui sont celles-ci en gris, mais nous proposons en même temps de mettre en place des émissions négatives ici en vert, de sorte à ce que la somme des deux arrive en net zéro et même soit un peu pendant quelques années négative afin d'enlever ces émissions d'excédent pendant le temps qu'il faut à l'aviation d'arriver en net zéro. Et l'idée, c'est un fonds qui investit dans des solutions de renaturation dans les pays qui participent au programme, donc protection des forêts, renaturation, donc réafforestation des forêts dégradées, par exemple les plantations d'huile de palme. On peut, avec un peu d'effort, on peut remettre ça en état de la forêt comme c'était avant. Les marais dans des pays riches et pauvres qui sont dégradés, on peut le renaturer et ça coûte un peu d'argent. Et l'idée, c'est de payer ça avec cette taxe. Donc, nous montrons ici qu'un fonds avec 3 trillions de dollars, donc c'est environ 100 milliards de dollars par an, pourrait résoudre le problème. Ça, c'est plus que la finance climatique d'aujourd'hui. Parce que le problème est bien sûr là. Donc ici, c'est une vue physique, donc des flux de CO2. On passe du milliard de tonnes de CO2 d'aujourd'hui à moins environ 300 millions de tonnes jusqu'à ce qu'on ait enlevé cet excédent et après, on est complètement neutre pour le climat. Au niveau financier, voilà ce que ça représente. C'est un fonds qui accumule pas mal d'argent au début et ça permet ensuite, pendant 40 ans, d'enlever toutes ces émissions excédentaires. Et ça serait une solution très fair, parce que finalement, les gens qui prennent beaucoup l'avion, c'est le 1% de la population mondiale la plus riche, qui pourrait parfaitement payer 2 fois plus cher pour les billets d'avion. Ce que je vous propose, c'est de regarder la gouvernance. Et après, on reprend les prochaines questions, si vous voulez bien. En attendant, je vous laisse continuer à suivre les questions et les commentaires qui sont sûrement intéressants, mais je n'ai pas le temps de le lire en même temps que je parle. Donc, ce schéma ici essaie de répondre à la question, est-ce qu'on peut faire confiance aux acteurs de l'industrie? Et la réponse courte est non, on ne peut pas faire confiance. Les engagements volontaires ne fonctionnent pas. Ça fait 20 ans qu'ils ne fonctionnent pas. Il n'y a aucune raison de croire que ça va changer. Et donc, si on veut arriver à une aviation neutre en climat, il faut la réglementer.
Il faut des prescriptions. Alors, je vais commencer ici à droite, qui montre 2 décennies des engagements des différentes organisations. Vous avez IATA, vous avez ICAO, vous avez EasyJet, vous avez Virgin Atlantic, etc. Et chacune de ces organisations fait un engagement, par exemple ici en l'an 2000, par rapport à l'efficience des carburants. Et ici, quelques années plus tard, cet engagement disparaît, on n'en parle plus, on oublie. Alors, comment on sait que cet engagement a été fait? Ça a été fait avec la Wayback Machine, qui est une sorte d'archive d'Internet. Donc, c'est quelque chose qui apparaît sur le site web en l'an 2000. En 2008, ça disparaît mystérieusement, mais il y a une trace. Et en cherchant bien ces traces, on voit ce que les gens ont communiqué qu'ils allaient faire. Et puis, au bout de quelques années, on oublie et on parle d'autre chose. Voilà. Et si vous regardez, là, il y a une vingtaine d'engagements. Ils ont tous été oubliés discrètement. Et tous, sauf un. Et ce un, c'était un engagement de EasyJet de réduire ses émissions par passager kilomètre de 2,5%. C'était un engagement ici sur 2 ans et ça a été atteint. Donc, sur 20 engagements qui ont été identifiés, il y en a un seul qui a été tenu. Et c'était un tout petit. Voilà. Autre chose qui est tout à fait intéressante, en 2007, l'industrie s'est engagée d'avoir 10% des carburants durables. Alors, il y a cette expression marketing qui s'appelle Sustainable Aviation Fuel. C'est un terme marketing, c'est un terme de communication, ça n'a rien de durable. Nous avons analysé, vous pouvez lire ça dans l'article, nous avons identifié que, en moyenne, les émissions de ce qu'on appelle Sustainable Aviation Fuel sont comparables aux émissions du kérosène, mais dans certains cas, ça peut être 10 fois supérieur. Si ce Sustainable Aviation Fuel vient de l'huile de palme, des marais qui ont été desséchés, donc dans des cas défavorables, ce qu'on appelle Sustainable Aviation Fuel, ça peut être 10 fois pire que le kérosène. Et en moyenne, c'est comparable. Donc, c'est un terme purement marketing. Mais laissons ça de côté pour l'instant et regardons ici. Donc, en 2007, l'industrie s'est engagée d'avoir 10% en 2017 des carburants dits durables. Ils ont oublié ça discrètement. 4 ans plus tard, ils se sont engagés en 2011 d'atteindre 6% en 2020. Donc, vous voyez, ça a été décalé de 3 ans et réduit de 10 à 6%. Un an plus tard, on réduit à 4% et demi. 2 ans plus tard, on réduit à 3%. Donc, on est passé de 10 à 6 à 4,5 à 3%. Et ensuite, c'était quand même trop ambitieux. En 2018, on s'est engagé à faire 2% en 2025. On est loin de ça. Mais ce truc a aussi disparu des sites web. Donc, vous voyez, on s'engage, on communique partout, on fait des grandes choses extraordinaires, et puis quelques années plus tard, les gens oublient, on passe à autre chose. Et donc, finalement, vous avez 20 ans que l'industrie communique des tas d'actions qu'ils font. Et chaque fois, c'est un engagement qu'on oublie quelques années plus tard. Alors, vu cet historique, est-ce que vous faites confiance que l'industrie va tenir l'engagement qu'il communique aujourd'hui? Je vous laisse répondre à cette question tout seul. OK, alors qu'est-ce que nous proposons comme système de gouvernance? Et c'est finalement la dernière chose un peu substantielle que je voulais montrer. Pour le reste, je réponds aux questions. Si on veut que ça fonctionne, il ne faut pas travailler de façon sur base de l'engagement volontaire, mais il faut réglementer cette industrie pour être sûr que ça arrive, qu'on arrive à atteindre des objectifs. Et donc, ce système de gouvernance bien conçu, voilà ce que nous proposons. Nous proposons donc ce fonds NEFA, Negative Emissions Fund for Airlines, qui accumule de l'argent, qui va accumuler, en tout, il y aura 3 000 milliards de dollars dedans. C'est une grande quantité d'argent qui va investir dans des projets qui protègent et qui restaurent la biodiversité. Comment ça va fonctionner? Il y aura,
pas un organisme, très probablement par ICAO. Donc, nous proposons que ce soit l'Organisation des Nations Unies qui réunit les pays où les pays peuvent se mettre d'accord, qui mettrait en place une ligne de décroissance du nombre de passagers kilomètres qui décroît de 7% par an. Chaque année, il y en a 7% de moins, jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau résiduel où on a une aviation qui fait un septième de la taille d'aujourd'hui. Et ces droits de voler, X kilomètres, sont vendus aux compagnies aériennes aux enchères. Cet argent-là va dans le fonds et le fonds paye pour les projets de carbon removal, donc d'enlever le CO2 de l'atmosphère dans les pays qui participent. Et les pays qui participent sont les pays qui font partie d'une chose qu'on appelle le Climate Club, qui est une sorte d'accord entre les pays en faveur du climat, qui s'engage à demander aux compagnies aériennes qui utilisent les aéroports dans ce pays-là de payer dans le fonds. Donc, si par exemple la Suisse participe au fonds, n'importe quelle compagnie aérienne qui utilise un aéroport en Suisse doit payer dans le fonds. C'est la condition d'utilisation d'aéroports. Alors, pourquoi il faut passer par l'accès aux aéroports? C'est parce que rien n'empêche une compagnie aérienne de déplacer son siège à Pyongyang ou à Riyad, où vous pouvez être sûr que vous n'allez pas avoir la même loi. Et donc, puisque c'est la loi locale qui s'applique, on n'aurait aucun moyen de faire payer une compagnie aérienne si Suisse demain déménage en Corée du Nord, il n'y a aucun moyen de le faire payer quoi que ce soit. Sauf s'ils veulent utiliser un aéroport en Suisse ou dans un autre pays qui participe, là, il faut qu'ils payent quand même. Et donc, la question, c'est quelle est la masse critique des pays nécessaires pour que ça marche? Et nous avons fait des simulations, nous avons fait des calculs ici, et nous avons identifié que, par exemple, l'Union européenne, c'est une masse critique suffisante. Donc, on ne peut pas faire ça, si c'est juste la Suisse qui fait ça, ça ne marchera pas. Ou juste l'Italie, ça ne marchera pas. Mais si vous faites ça au niveau de l'Europe, ou par exemple la Chine et quelques autres pays, ça pourrait marcher. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de pays qui participent. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une gouvernance qui fonctionne au niveau mondial. Mais il n'y a pas besoin qu'il y ait 200 pays qui participent. Si vous avez 30 ou 40 pays bien choisis sur 200, ça peut démarrer. Donc, quel est l'avantage des pays de participer? Finalement, ça ne coûte rien. Ça demande aux pays d'exiger des compagnies aériennes qui utilisent les aéroports sur les territoires de payer dans le fonds. En contrepartie, les projets dont les pays en question sont éligibles pour être financés. Ça veut dire que finalement, pour les pays qui participent, aller vers une aviation neutre en climat, qui est un vrai casse-tête que personne ne sait résoudre aujourd'hui, et ça coûte très cher dans les pays, au lieu que ce soit un casse-tête qui coûte cher, c'est un problème résolu qui apporte de l'argent pour les projets qui protègent la biodiversité. Donc c'est quand même pas mal comme deal. Payé par des gens riches qui prennent l'avion. C'est quand même pas mal comme deal. Donc nous pensons qu'un système comme ça, bien conçu, où il y a tous ces éléments, donc une gouvernance internationale des ventes aux enchères qui limite le droit de voler, l'argent qui passe par un fonds payé par les compagnies aériennes, qui est investi dans des projets qui protègent la biodiversité, et ces projets sont dans les pays qui en bénéficient et qui en échange demandent aux compagnies de payer dans les fonds pour utiliser l'aéroport, ça ferme la boucle et ça permet à créer un système comme ça qui marche. Alors, ce n'est pas le seul système de gouvernance qui marche, mais c'est quelque chose dans ce style-là qui est nécessaire pour arriver vraiment au net zéro. Voilà. Je vous propose d'arrêter là. Il y a plein d'autres choses à dire, mais peut-être ce qui est peut-être plus important, c'est plutôt que nous discutions entre nous, à la fois pour moi de répondre à vos questions, mais aussi qu'est-ce que ça voudrait dire pour la société
Si vous avez une société où on vole moins, qu'est-ce qui change? Ça Peut-être une change première. peut-être où vous passez vos vacances. Ça change peut-être comment on organise une chaîne d'approvisionnement si vous fabriquez une chemise ou un ordinateur. Mais ça change autre chose. Par exemple, aujourd'hui, nous achetons des fleurs des communautés en Afrique qui exportent ces fleurs, qui ont besoin de les vendre parce que c'est de ça qu'ils vivent. S'il n'y a plus de vol, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, on n'a pas besoin de fleurs importées d'Afrique, mais nous avons besoin de ces communautés, pas pour produire les fleurs. On a besoin de ces communautés-là pour protéger la biodiversité. Donc finalement, nous pouvons payer les mêmes communautés, mais au lieu de cultiver les fleurs, ils restaurent et protègent les marais qui vont à la fois être l'habitat de la biodiversité et qui vont en même temps capter le CO2 pour lequel ils sont payés de protéger. Donc, c'est ce genre de choses auxquelles il faut réfléchir et finalement, comment on fait en sorte que les communautés dans les différents pays continuent à bien vivre dans un monde différent. Merci beaucoup, mais je me permets peut-être de rebondir par rapport à quelle société justement avec une aviation réduite, puis notamment peut-être par rapport aussi au prix, puis au privilège finalement qui serait limité, au privilège de voler qui serait peut-être limité à une population riche de la population qui pourrait se permettre de voler, de payer les prix nécessaires pour prendre l'avion. Alors il y a peut-être une question éthique aussi, comment, hein, peut-être alors est-ce que l'aviation doit à l'avenir être réservée seulement à une élite qui peut se permettre de payer les billets qui viendront plus chers? Est-ce que Mhm. c'est juste? Est-ce qu'au niveau de l'acceptabilité, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Et d'autre part, il y a une autre question que j'en profite aussi pour les combiner, finalement, une autre question qui est venue par rapport au quota de vol par habitant. Donc, en sachant que la population augmente, est-ce qu'une autre option peut-être plus juste, entre guillemets, serait de fixer un quota de vol par habitant? Donc voilà, ce serait très intéressant d'avoir un peu tes réflexions par rapport à ces deux sujets. Mhm. Mais, excellente question. Je vais essayer de répondre et je vais ouvrir ensuite avec une question à vous aussi. Euh, d'abord, est-ce que l'aviation doit être réservée à une élite riche? Euh, c'est une excellente question, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire, les gens qui prennent l'avion, c'est déjà l'élite riche. Il y a 1% de la population mondiale qui prennent l'avion plusieurs fois par an sur les vols internationaux. 1% de la population mondiale. Et ça, c'est déjà l'élite mondiale. Le problème, c'est qu'en Suisse, c'est la moitié de la société. Donc, on a l'impression que tout le monde vole. Mais ça fait toujours. La plupart des gens en Suisse font partie des 1% les plus riches au monde. Donc, le système est déjà extrêmement injuste. Donc, la question, c'est comment on peut le rendre plus juste. Euh, et là, il n'y a pas vraiment de réponse universelle. À mon avis, donc d'abord, passer par un quota individuel, ça c'est ingérable. Parce que si ça veut dire qu'on a 8 milliards de personnes sur Terre, 10 milliards de personnes sur Terre, et on a 10 milliards de quotas. Alors, comment on va gérer ça? Par quel mécanisme on va gérer ça? Les seuls mécanismes de type, c'est un type en économie, c'est ce qu'on appelle un cap and trade. Donc, c'est un mécanisme de quotas qui sont peut-être achetables, peut-être pas, transférables. S'ils sont transférables, les quotas, ça va être tout simplement une monnaie comme une autre et finalement, ça ira au plus riche de toute façon, donc ça va rien changer. Si c'est pas transférable, ça pourrait marcher, mais comment vous allez gérer 10 milliards de quotas? C'est extrêmement difficile. Dans beaucoup de pays où il n'y a pas vraiment une gouvernance, mais même en Suisse, si on devait gérer les quotas pour 10 millions de personnes, je ne sais pas si on aurait la possibilité de le faire. Donc, techniquement, c'est très, très difficile. Autre chose, c'est que finalement, on pourrait imaginer que par ce mécanisme de gouvernance au niveau des compagnies aériennes et des pays, on a chaque communauté, alors ça peut être la Suisse, ça peut être Lausanne, qui a X vols. Et après, on pourrait se mettre ensemble, les habitants de Lausanne, et voter sur la façon de répartir les vols qu'on a.
Alors, on peut dire, on va donner tous les vols à la personne la plus riche et puis elle va payer pour ça. OK. On peut dire, on va répartir ça et chaque troisième, une année sur trois, chacun peut prendre un vol. On peut dire, on vend la moitié des vols aux enchères à un prix extrêmement élevé pour que l'autre moitié soit gratuite et donnée aux personnes qui n'auraient pas les moyens mais qui ont un magnifique projet. Vous avez un groupe de jeunes qui décident d'aller au Népal, aider reconstruire quelques écoles. Ils vont passer 6 mois là-bas à aider les communautés locales à reconstruire les écoles et puis revenir. Si c'est un magnifique projet, démocratiquement, on décide que c'est une bonne utilisation des vols, on va donner des billets gratuits à ce groupe de jeunes, financés par des ventes aux enchères de la moitié des vols extrêmement chers. Donc, on pourrait imaginer ça. On pourrait imaginer des quotas par secteur. Voilà ce qu'on réserve pour l'éducation, voilà ce qu'on réserve pour les entreprises, voilà ce qu'on réserve pour la diplomatie. Donc, on peut imaginer de répartir ces vols dans chaque pays un peu comme on veut. Et peut-être la bonne solution, c'est qu'on ait une gouvernance mondiale qui décide combien vont à Lausanne et combien vont à Francfort et combien vont à Lusaka. Mais ensuite, chaque ville, chaque communauté décide démocratiquement comment elle veut répartir. Et ils ne vont pas forcément décider la même chose. Et je pense que ça serait une meilleure gouvernance que d'essayer de faire des quotas individuels. Merci beaucoup. Je passe la parole à ma collègue Émilie qui a entre-temps aussi regardé d'autres questions qui sont venues dans le chat. Oui, merci Yves. Peut-être une question. Que penser de la fameuse compensation CO2? Est-ce que c'est juste pour se donner bonne conscience? Et puis peut-être une question complémentaire. La publicité aussi incite à voler. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réglementer ce domaine pour améliorer la situation? Je commence avec la publicité. Je pense que le monde serait meilleur s'il n'y avait plus aucune publicité. Je pense que si on arrête toute la publicité de façon immédiate, le monde serait meilleur. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir de faim parce qu'ils vont oublier d'acheter la nourriture parce qu'ils n'ont pas vu la publicité pour la nourriture. Je ne pense pas que les gens vont oublier d'aller chez le docteur s'ils se sentent mal parce qu'ils n'ont pas vu la publicité pour le docteur. Franchement, la publicité ne sert à rien et nous aurions une meilleure société s'il n'y avait aucune publicité. Euh, euh, par rapport à la compensation, c'est une question qui est un peu plus complexe. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur cette question et donc je vous propose juste un article, c'est d'ailleurs notre dernier article que nous avons publié dans Nature Communications. C'est une collaboration avec l'Université de Kyoto et l'Université de Hambourg. Ici, demand for low quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market. Et ça montre que finalement, il y a plein de problèmes de qualité avec ces certificats de compensation, c'est-à-dire la quasi-totalité et bien au-delà de 90%, ne sont pas réels. C'est-à-dire, ça ne correspond à qu'une réduction des émissions. Et ce que nous avons déterminé dans cette analyse scientifique, c'est que finalement, loin d'être victime d'un marché qui ne fonctionne pas, les principaux acteurs, donc les 20 plus grandes entreprises acheteuses de ces crédits, créent le marché comme ça leur convient. Parce qu'il y a un tel déséquilibre de pouvoir. Et donc, je ne vais pas entrer dans le détail comment ces entreprises font, mais finalement, les acheteurs, et notamment les grands acheteurs qui ont le pouvoir sur ce marché, font que ce marché propose essentiellement des compensations à 1 ou 2 dollars par tonne qui correspondent à aucune réalité. Donc, d'abord, aujourd'hui, la qualité des compensations est complètement insuffisante. Donc, si vous achetez une compensation aujourd'hui, très probablement, ça n'a aucun effet. Donc, il ne faut pas faire ça.
Mais il y a aussi un problème plus fondamental, c'est que finalement, dans un monde net zéro, il ne suffit pas que je continue à voler et je paye Yves pour qu'il ne vole plus, ou l'inverse. Ce qu'il faut, c'est que nous arrêtions de voler tous les deux. Et donc là, il y a a priori plus de compensation. Ce que nous proposons, alors c'est vrai que ce que nous proposons dans le Negative Emissions Fund for Airlines, c'est finalement de mettre de l'argent de côté pour restaurer les écosystèmes. Et donc ça serait un mécanisme qui ne serait pas vraiment un mécanisme de marché, mais vraiment une gouvernance mondiale qui va identifier un certain nombre de projets, un certain nombre de tonnes de CO2 à enlever, qui, on pourrait dire conceptuellement, c'est relativement similaire à la compensation. Mais c'est réglementé. Ce n'est pas un marché qui existe pour qu'un acheteur ou promoteur de certificats gagne de l'argent, mais vraiment pour résoudre un problème de société. Donc, ce genre de certificat peut avoir une certaine place, mais attention à la qualité, et cette qualité, ce n'est pas par hasard. Cette qualité est très mauvaise parce que les principaux acheteurs qui ont le plus de pouvoir souhaitent qu'il soit comme ça. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous montrer ici les compagnies en question. Donc, ça, c'est les 20 plus grandes compagnies, donc entreprises mondiales, qui achètent les plus des certificats. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer en plus de détails. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question, Émilie. Oui, merci beaucoup. J'en profite pour rebondir. Le temps tourne, enfin, ça tourne vite. Hein, on est déjà à 17h04, donc je propose qu'on prenne encore peut-être 2-3 questions, si c'est en ordre pour toi, Sacha. Peut-être une question par rapport un moyen peut-être de lever des fonds, c'est la taxe sur l'essence, la taxe sur le carburant. Actuellement, on sait que le carburant n'est pas imposé pour les vols internationaux. Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un levier intéressant pour pouvoir financer un fonds et puis rendre aussi, par la même occasion, peut-être les voyages en avion un peu plus chers et puis un peu moins attractifs par rapport à d'autres moyens de voyager qui sont entre guillemets, moins polluants comme le train. Et là, alors là, je serais aussi intéressé d'avoir un peu ton avis sur le sujet. Oui. Alors, ça serait un pas dans le bon sens, mais ça ne suffirait pas. Et ça ne suffirait pas pour deux raisons. Le premier, c'est que même en doublant les prix de vol, ça ne suffit pas. On a besoin en plus d'autres mécanismes, qui est ce mécanisme de vente aux enchères, etc. Donc, même si on avait une taxe mondiale de $250 par tonne, ça ne fonctionnerait pas. Tout simplement parce que les 1% des gens qui prennent l'avion sont suffisamment riches pour payer ça et continuer à voler. Donc, ça va diminuer un peu les vols, mais pas d'un facteur 7. La deuxième chose, c'est que si on taxe, si demain la Suisse ou l'Union européenne décide de taxer le carburant, ça irait dans les recettes fiscales. Donc, ça permettrait de financer le budget de l'État, ce qui est très bien, mais ça n'irait pas dans les projets qui restaurent les écosystèmes qui enlèvent le CO2. Donc il y a ces deux difficultés. Voilà, donc ça serait mieux, mais ça ne résout pas le problème. Si on met une taxe très élevée, par exemple 3 000 francs par tonne, donc on augmente les prix des billets par un facteur 10, ça suffirait peut-être, mais ça serait aussi plus difficile à gouverner. Et après, il faudrait aussi s'assurer que cet argent-là qui va dans les recettes fiscales de chaque État, que ça soit mis à contribution pour l'action pour le climat, ce qui n'est pas sûr non plus. Donc, il y a plusieurs problèmes à résoudre. Et je ne sais pas si augmenter le prix des billets d'un facteur 10, est-ce que c'est vraiment le bon moyen? Nous sommes partis sur le principe d'augmenter le prix, le minimum nécessaire pour avoir de l'argent pour l'action climatique, et ensuite utiliser d'autres mécanismes pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de vols. Mais après, ça se discute. Et puis, nous ne détenons pas la vérité de Dieu. C'est une proposition que nous avons.
Juste une question de timing. Il est 5h07. Je voudrais qu'à la fin, si vous me donnez peut-être encore 1 minute juste pour donner ma conclusion avant votre conclusion de ATE. Et peut-être ça nous laisse encore 2-3 minutes pour d'autres questions, si vous voulez. Ou même plus, je ne sais pas. Pour le timing, c'est vous qui voyez. Alors, je crois que Émilie elle avait en tout cas encore une question. Il y en a peut-être d'autres, mais en faisant comme ça, Émilie pose sa question, après on vous laisse votre conclusion, puis on fera aussi notre petite conclusion, et puis éventuellement les questions restantes, pardon, on pourra peut-être voir éventuellement pour les répondre par écrit, éventuellement Oui. dans un laps de temps court. Donc ça, on peut en discuter. Donc, Et, Émilie, de toute façon, le débat des sociétés sur le transport aérien, ça doit continuer au-delà d'un seul webinaire d'ATE. vous avez tout à fait raison. Donc, Émilie? Oui, merci. On a souvent entendu le terme de bonne direction et justement en parlant de bonne direction, les mesures mises en place récemment par, l'Union européenne, comme les blend mandates, tinkering prohibition ou, les réductions des quantités de quotas des émissions disponibles, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un pas dans la bonne direction justement? oui, bien sûr. Mais ça ne nous amènera pas en net zéro mondial en 2050. Très bien, bah, c'est clair et net. C'est clair. Merci. Donc, je propose que, vu qu'il nous reste 5 minutes, que Sacha, tu nous fasses peut-être une petite conclusion de ton côté, et ensuite on prendra le relais. OK. Alors, j'ai même euh, un petit message comme ça. Euh, je m'excuse, mais la plupart des choses que j'écris, c'est en anglais, mais je vais le dire en français, et puis de toute façon, il faut continuer le dialogue dans toutes les langues pour être le plus inclusif possible. Mais peut-être le message de clôture, qu'une proposition que notre proposition, c'est pas la seule possible, mais c'est une des rares qui résout les principaux problèmes. Parce que d'un côté, on réduit le niveau de globalisation et on re-régule un secteur qui était en déréglementation depuis des décennies, mais en même temps, ça déplace pas mal d'argent. En l'occurrence, ça déplace 30 000 milliards de dollars sur 40 ans, des 1% les plus riches vers le reste de l'humanité. Donc ça, c'est déjà en soi une bonne chose. Ça fait une contribution significative et pour réduire la crise de biodiversité et la crise du climat. Ça augmente la résilience parce que finalement, des écosystèmes qui fonctionnent bien dans chaque pays, ça augmente la résilience de chaque pays. Ça réduit un tout petit peu les inégalités, mais pas suffisamment. Si on veut enlever les inégalités dans le monde, il faut d'autres mesures qui vont bien au-delà de ce que nous faisons ici. Mais peut-être pour conclure, euh, ça montre le chemin, comment un secteur où il n'y a pas de solution technique pour décarboner peut quand même atteindre le net zéro. Et essentiellement, c'est de réduire sa taille d'un facteur X, et ce X dépendra du secteur. Pour l'aviation, c'est un facteur 7. Donc, il faut qu'une aviation durable, en plus de toutes ces autres mesures, soit réduite environ d'un facteur 7 par rapport à l'aviation d'aujourd'hui. Donc, ça pourrait fonctionner avec tous les secteurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est vraiment sûr de l'avenir pour l'aviation. Parce qu'on sait qu'il y a plein de problèmes. On sait que les promesses faites par l'aviation ne sont pas réalistes. Parfois, on a même des chefs de compagnies aériennes qui le disent dans des entretiens plus ou moins discrets. Donc, tout le monde sait, dans l'industrie, en dehors de l'industrie, que ce qu'ils disent, que l'action d'aujourd'hui n'est pas sérieuse. Et ça met quand même un grand point d'interrogation sur l'avenir de l'ensemble du secteur. Et donc, si on veut s'assurer que ce secteur ait une pérennité et soit le plus utile pour l'humanité, il faut qu'il soit plus petit, bien réglementé et vraiment focalisé sur ce qui est utile. Et si on arrive à faire ça,
Je pense qu'on peut pas seulement résoudre le problème pour l'aviation, mais aussi montrer pour le reste de la société comment une bonne décarbonation peut fonctionner. Mais il faut faire ça avec le bon niveau de gouvernance. Pour l'aviation, il faut qu'il y ait un niveau mondial qui s'assure que l'aviation soit réduite à la bonne taille et qu'elle mobilise l'argent nécessaire, mais aussi il faut une gouvernance locale dans chaque ville ou commune pour qu'on décide comment répartir les vols. Et ce genre de mécanisme, ça peut nous aider dans d'autres secteurs de la société aussi. Donc finalement, l'aviation est à la fois un casse-tête terrible parce qu'on ne sait pas vraiment comment le résoudre, mais en même temps, c'est peut-être une chance de pouvoir mettre en place des choses qui nous sont utiles ailleurs. Parce que par absence de solutions techniques, on est obligé d'agir plus vite que dans un autre secteur où on peut finalement mettre un peu de technique comme une pompe à chaleur et puis ça marche. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion. Je ne prétends pas avoir la solution, mais je cherche plutôt à ouvrir un débat dans ce sens-là. Merci beaucoup, Sacha. Et c'est un débat que l'ATE compte bien aussi poursuivre à travers maintenant ce webinaire, d'autres webinaires, des articles dans nos magazines. Donc, grand merci pour ta contribution. Et peut-être, vu qu'il nous reste une minute, pour la conclusion, je vais peut-être juste lire un commentaire qui m'a beaucoup plu. Donc, écrit par une personne, c'est: J'aime bien le postulat de départ, la mobilité n'est pas un besoin humain. L'aventure que j'imagine vivre en voyageant peut être vécue plus proche sans avion. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller loin, de prendre l'avion pour vivre des aventures extraordinaires. Rien qu'en Suisse, finalement, on a tellement de variétés à travers nos différents cantons. Donc voilà, ça peut-être le mot de la fin. Puis merci à la personne qui a écrit ce commentaire. Pour information, ce webinaire a été enregistré. Nous le mettrons sur notre chaîne YouTube d'ici ces prochains jours. Et puis, nous continuons bien sûr à organiser des webinaires. Et donc, si vous souhaitez rester informé, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de l'ATE. Et d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur à tout le monde et vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup et au revoir. Merci.